Deux sujets au menu. D'abord, les troubles du sommeil. Nous mettrons le focus sur les insomnies aujourd'hui. Un trouble très fréquent et parfois négligé. Quelqu'un qui a une journée assez particulièrement difficile, quelqu'un qui est dans une situation ponctuelle qui est difficile peut présenter une désorganisation de son sommeil. Ne pas dormir la nuit. Donc pour moi, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, classiquement on dit que cette personne présente une insomnie. Mais moi, je dirais que c'est plus quelqu'un qui n'a pas trouvé le sommeil. Nous enfilerons ensuite nos baskets pour courir, marcher, sauter, bref, faire du sport pour rester en forme. En effet, rester en forme, c'est aussi faire du sport. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Les bâillements à répétition, les coups de fatigue, les étirements à répétition ou encore les yeux cernés sont entre autres des signes d'une nuit agitée, d'une nuit sans sommeil. Il n'est pas rare en effet d'entendre des proches, des amis se plaindre d'insomnie, d'avoir un sommeil perturbé et ce pendant des jours. Alors, qu'est-ce qui en est la cause? Quand faut-il s'inquiéter? Comment avoir un sommeil réparateur? On en parle avec le professeur Aboussi, psychiatre sénégalais. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Essouli. Quand parle-t-on de troubles du sommeil? Globalement, quand on parle de troubles du sommeil, automatiquement, on pense à un déficit du sommeil en termes d'insomnie. Mais il faut savoir que ces troubles du sommeil peuvent être de différentes natures, peuvent être dans le sens d'une augmentation du nombre d'heures de sommeil. Donc, par exemple, dans des cas d'hypersomnie, donc comme on peut avoir des troubles dans le sens de diminution du nombre d'heures de sommeil, dans le cas d'une insomnie, comme on peut avoir des perturbations du sommeil, notamment quand on a des sommeils qui ne sont pas réparateurs ou bien quand on a des sommeils qui sont perturbés dans l'enchaînement logique des différentes phases du sommeil. Quelles sont les causes de ces troubles? Les causes sont diverses et variées. Il y a des causes qui sont en rapport avec des maladies organiques. On peut avoir des maladies organiques qui peuvent être à l'origine des troubles du sommeil. Mais nous, en psychiatrie, particulièrement, ce que nous avons, c'est des troubles du sommeil qui sont en relation avec des troubles psychiatriques. Donc, qui peuvent être liés soit à de l'angoisse, à des troubles du registre névrotique, ou bien carrément des insomnies qui s'inscrivent dans des pathologies structurées, par exemple dans le cas des dépressions, de l'accès maniaque, où on a des insomnies qui entrent dans le cadre même de troubles. Donc vraiment, il y a une diversité, il n'y a pas un seul trouble, il y a une diversité de troubles du sommeil. Nous allons mettre donc le focus sur les insomnies. Est-ce que ça fait partie des troubles du sommeil les plus récurrents, les plus fréquents? Effectivement, en tout cas, nous, dans notre pratique clinique, on est plus confronté au problème d'insomnie. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui, il faut savoir distinguer l'insomnie réactionnelle de l'insomnie qui s'inscrit dans le cadre d'un trouble. Par exemple, quelqu'un qui a une journée assez particulièrement difficile, quelqu'un qui est dans une situation ponctuelle qui est difficile peut présenter une désorganisation de son sommeil. Ne pas dormir la nuit. Donc pour moi, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, classiquement on dit que cette personne présente une insomnie. Mais moi je dirais que c'est plus quelqu'un qui n'a pas trouvé le sommeil. C'est vrai que quelqu'un qui ne dort pas une seule nuit n'est pas insomniaque. Il faut que ce soit quelque chose de récurrent, qui s'installe dans le temps, dans la durée. Et ça, c'est au cours de l'interrogatoire, au cours de l'entretien qu'on a avec le patient, qu'on essaie de typer l'insomnie. Parce qu'il est important de typer l'insomnie. Il n'y a pas une seule insomnie, il y a des insomnies. Et en fonction des caractéristiques de l'insomnie, on peut déjà être orienté vers une pathologie X ou Y. Finalement, quand est-ce que ça devient un problème ou bien une pathologie? Alors, dans ce cas, il faut déjà d'abord consulter. Il faut consulter et comme j'ai dit, c'est lors de l'entretien qu'on essaie de déterminer qu'est-ce qui est à l'origine du trouble du sommeil. Parce que quelquefois, on peut avoir juste quelque chose de réactionnel, par exemple quelqu'un qui a un problème de difficulté ponctuelle ou bien quelqu'un qui a des habitudes de sommeil qui ne sont pas de bonne qualité. Cette personne peut présenter des difficultés de sommeil. Mais lors de l'interrogatoire, on peut retrouver des signes qui sont en faveur d'une pathologie, par exemple d'une pathologie psychiatrique. À partir de ce moment, on n'est plus dans quelque chose de réactionnel, on n'est plus quelque chose, comme une fatigue, on est dans quelque chose qui est bien constitué, qui est une pathologie, qui peut être l'ordre des névroses, par exemple quelqu'un qui a une dépression,
qui ne dort pas là, qui ne dort pas et qui va faire une insomnie à type de difficulté d'endormissement, c'est quelqu'un qui aura des difficultés pour dormir. C'est différent de quelqu'un qui va avoir une insomnie à type de réveil précoce. C'est quelqu'un qui va se réveiller très tôt le matin, qui va dormir. Dès qu'il ne va pas au lit, il dort, mais il se réveille très tôt, il ne peut plus s'endormir. Ou bien c'est quelqu'un qui, dans la nuit, va se réveiller 2-3 fois et va avoir des difficultés pour se rendormir. Déjà, c'est 3 types d'insomnie qui sont différentes. Et on a quelqu'un aussi qui ne va pas dormir toute la nuit. Donc, on a d'autres personnes qui vont même inverser leur sommeil, qui vont dormir le jour et vont être éveillées la nuit. Tout ça, c'est l'interrogatoire, c'est l'entretien qu'on a avec le spécialiste qui va permettre de déterminer dans quel cadre est-ce que ce trouble du sommeil s'inscrit. Est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose de l'ordre réactionnel? C'est quelque chose de ponctuel en rapport à une situation donnée, une fatigue, un déménagement. Il y a des gens qui vont avoir des difficultés à ne pas dormir chez eux. Et quand ils voyagent, ils ne dorment pas bien. Donc, c'est vrai qu'ils ne dorment pas, mais ce n'est pas des gens qui ont besoin d'une prise en charge. Et c'est différent de quelqu'un qui reste une semaine sans dormir parce qu'ayant subi quelque chose de particulier, un traumatisme ou bien des difficultés, et recouvre le sommeil. C'est différent aussi de quelqu'un qui va présenter un trouble du sommeil qui s'inscrit dans une pathologie qu'il faut prendre en charge. Je vous propose, professeur, un petit témoignage. Olga Ongnou a des insomnies depuis plusieurs années. Elle ne se rappelle même plus quand elle a eu un bon sommeil, une belle nuit, une nuit paisible, tellement c'est une fois en passant. J'ai commencé à mal dormir de façon plus régulière, j'allais dire, depuis environ 7 ans, depuis la fin d'un cycle d'études, avec ces difficultés à m'endormir, ce sommeil agité et intermittent. Et puis beaucoup de difficultés surtout le matin, c'est ça le plus compliqué. Parfois je regarde un petit peu les écrans, que ce soit pour travailler ou pour la détente. J'avais essayé les exercices de cohérence cardiaque qui consistent à essayer de mettre son cœur, j'allais dire, à le faire battre à une fréquence assez régulière pour favoriser l'endormissement. Merci à vous Olga, professeur Aboussi. J'ai tout de suite envie de vous poser cette question. Est-ce que quelque part les insomnies cachent une pathologie peut-être beaucoup plus grave parfois? Parfois oui, parfois parce que je dirais même pas cache, mais la plupart du temps, ces insomnies peuvent être la découverte. Parce que très souvent, quand les gens présentent des troubles psychiatriques, les premiers signes ne sont pas des signes qui dérangent. Par exemple, quelqu'un qui va faire une dépression a tendance à s'isoler, à rester seul, et même, on va dire même qu'il va rester dans sa chambre couché. On va dire qu'il dort, alors que c'est quelqu'un qui est en train de faire une dépression, qui ne dort pas, mais qui fait une clinophilie. Donc, il va rester dans le lit sans dormir. Cette personne-là ne va inquiéter personne. La personne en question ne va pas attirer l'attention sur elle, parce que ce n'est pas un symptôme bruyant. Mais l'insomnie, en termes de ne pas dormir, même peut ne pas être un symptôme bruyant. Mais il devient bruyant quand il empêche aux autres de dormir. Quelqu'un peut avoir des problèmes de sommeil, ne pas dormir la nuit. Les autres ne sont pas au courant qu'il ou qu'elle ne dort pas. Mais si dans la nuit, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait une démence, qui va avoir des problèmes de sommeil, qui ne dort pas la nuit, et le soir, pendant que tout le monde veut dormir, il se met à ouvrir les robinets, à ouvrir les portes, à faire du boucan. C'est là où les autres se rendent compte que cette personne ne dort pas la nuit. Et ça devient inquiétant pour les autres. C'est lors de l'interrogatoire qu'on pourra savoir dans quel cadre s'inscrit l'insomnie. S'il y a un message à passer, ce serait de dire c'est dangereux d'inscrire l'insomnie dans le registre de quelque chose d'isolé. De dire que l'insomnie, oui, je ne dors pas, point à la ligne. Quand on dit je ne dors pas, ou bien quand on dit la personne ne dort pas, la première réaction logique, c'est de dire dans quoi est-ce que s'inscrit cette insomnie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des difficultés personnelles? C'est une personne qui n'arrive pas à surmonter ses difficultés et qui font que la nuit, elle va ressasser ses difficultés et donc ce qui va l'empêcher de dormir? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce que tout simplement, même les conditions du sommeil ne sont pas réunies? En période de chaleur, quand on est dans une chambre où il fait extrêmement chaud, on peut avoir des difficultés pour dormir. C'est vraiment en discutant avec le patient, en précisant le cadre, qu'on voit quelle est la cause ou bien le cadre de cette insomnie. Certainement, ces insomnies ont des conséquences sur la santé. Vous avez parfaitement raison.
Quand on ne dort pas, le lendemain, on n'est pas performant. Si on n'est pas performant, c'est un facteur d'échec économique et professionnel. D'ailleurs, dans la sémiologie, dans l'interrogatoire, l'une des questions qui nous intéresse le plus, c'est de savoir est-ce que la personne qui ne dort pas la nuit, est-ce que le lendemain, elle supporte bien le fait de ne pas avoir dormi ou pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'insomnie bien supportée ou mal supportée. Parce qu'il y a des gens qui vont rester toute la nuit sans dormir et qui vont se réveiller et qui n'auront aucun problème. Cette insomnie s'inscrit dans un cadre pathologique déterminé. Il y a d'autres personnes qui vont avoir une insomnie et qui vont réveiller le matin, qui vont être fatiguées, qui vont se mettre tout le temps à bâiller, qui vont avoir les yeux rouges. Quand ces personnes vont aller au travail, elles ne vont pas être performantes. Ça va être à l'origine d'absence, de retard et même de congé maladie, qui est un facteur qui va impacter sur la performance et sur l'économie. J'ai l'habitude de dire, le sommeil est le moment où le cerveau range les choses. Quelqu'un qui ne dort pas n'aura pas une bonne mémoire. Si quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie, même si ça n'entre pas dans le cadre d'une pathologie, parce que tout simplement on ne dort pas parce qu'on a des problèmes, cette personne va être sujette à l'oubli, donc à des troubles de la mémoire. La deuxième conséquence, c'est que le sommeil doit être réparateur. C'est-à-dire le sommeil permet à l'organisme de se réparer. Donc s'il n'y a pas de sommeil réparateur, l'organisme ne se maintient pas. Donc là vont commencer à survenir les conséquences somatiques, c'est-à-dire sur le corps de l'individu. La fatigue, l'énervement, l'irritabilité, les déficits de concentration, donc qui dit déficit de concentration dit difficulté à conduire les véhicules, accident. Donc vous voyez la chaîne logique, oui. Absence au travail, des retards, absentéisme, alors que quelquefois, c'est des situations qu'on peut régler. On va revenir à la prévention. Est-ce que, professeur, aujourd'hui, il y a des techniques très simples pour un sommeil réparateur? Très bien. Il faut apprendre à dormir. On apprend à dormir. Il faut aller à l'école du sommeil. En quoi faisant? Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des conditions de pré-sommeil. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Il faut avoir déjà la première chose, avoir une hygiène de vie. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport la nuit, une activité physique intense qui va entraîner des sécrétions au niveau du corps d'acide lactique et tout ça, qui vont faire que la personne va mal dormir. Donc la première chose, c'est déjà d'éviter de faire des efforts intenses le soir pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Deuxièmement, d'éviter des douches trop froides le soir, parce que ça éveille le corps. Troisièmement, c'est d'avoir une heure de sommeil, avoir l'habitude d'aller au lit à la même heure, d'avoir des activités programmées, les mêmes activités tous les soirs avant le sommeil. Parce que ça met le corps dans des conditions de préparation du sommeil. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on a l'habitude d'aller au lit tous les jours à 23h, à 21h30 ou bien à 22h, on doit commencer à faire ce qu'on appelle les rituels de sommeil. C'est des rituels de sommeil. On se met dans son canapé, on prend sa tasse de tisane, on regarde 30 minutes la télé, on lit 30 minutes le journal. Après, on met son pyjama, on se brosse les dents et on va au lit à 23h. Quand on va au lit aux 23h, il faut éviter de faire des activités dans le lit, des activités qui vont capter votre attention. Vous faites certainement allusion au téléphone portable qui est tout le temps à la Merci main, beaucoup. À côté. Ça, c'est des facteurs qui vont perturber le sommeil. Parce que votre attention est fixée sur ça. Évitez de faire des choses qui nous intéressent trop le soir. Parce que si on est trop capté par un bon film, on reste toute la nuit sur Netflix. On ne dort pas, après on va dire que j'ai un insomnie. Vous n'avez pas une insomnie, vous avez un Netflix. De mauvaises habitudes à bannir pour avoir un sommeil réparateur. Avoir un matelas de qualité. Ça fait partie. Kinésithérapeutes vont vous le dire, tout ce qui est de l'ordre des malpositionnements du dos et tout ça, ça va entraîner un sommeil de mauvaise qualité. Et l'élément le plus fondamental, je peux dire, c'est savoir que le lit, il sert pour dormir. Il faut éviter d'aller dans son lit quand on n'a pas sommeil. Ou bien, en tout cas, éviter d'aller dans son lit pour ne pas dormir. Le lit, c'est pour dormir. Donc, on réserve le lit pour dormir. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous l'annonçais, cette deuxième partie est consacrée au sport. Nous enfilons donc les baskets pour bouger un peu. Oui, pour également avoir une nuit paisible, il faut aussi bouger dans la journée.
Pas trop, mais avec modération, comme nous l'a dit le professeur Aboussi. Avant de retrouver donc Dr Mohamed Diop, on tourne en Guinée avec Thierno Alpha Ibrahima Baldé pour voir comment les gens apprécient le sport, s'ils en font, est-ce qu'ils connaissent l'importance du sport. On les écoute. Madou Ramadan. Pour moi, le sport, c'est une bonne activité pour l'organisme humain parce que quand tu fais le sport, tu es épargné à beaucoup de maladies, et comme le paludisme et tant d'autres maladies. Si vous regardez les joueurs qui font le sport, ils tombent difficilement malades. Et donc, c'est pourquoi j'ai opté ce sport. C'est dans des conditions que l'on ne peut pas expliquer parce que si vous regardez dans le quartier où je suis, il n'y a pas de salle, de gym où l'on peut partir facilement pour effectuer le sport. Donc, il faut sortir dans les rues pour courir. Des fois, nous partons équipés, 130 mètres. Et tout ça là, s'il y avait une salle à côté, tu peux partir là-bas facilement, effectuer le sport. Il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent effectuer cette activité, mais bon, vouloir partir courir à côté des routes, pour eux, c'est pas une bonne chose, quoi. Le sport, c'est mon métier, quoi. J'ai aimé le football à partir de 6 ans comme ça. Donc, il y a plusieurs sortes de conditions, quoi. Parce que les conditions, toi-même, tu sais, en Guinée, c'est très très difficile. Il n'y a pas quelque chose là où je vais partir faire des sports, mais sauf le courage, quoi. Si vous prenez pas le courage, c'est très très difficile, quoi. Tu vois, donc tu quittes à l'entraînement, tu viens, il n'y a pas quelque chose de manger, les conditions bien emballées, non. Donc si c'est pas le riz, c'est le riz. Monsieur Milmono Rosé Fayam, je pratique actuellement le sport parce que je l'aime. Actuellement, j'ai des difficultés. Parce que mes parents sont des pauvres. Actuellement, je gagne 100 francs, je paye mes équipements. Cela me donne des problèmes. Effectivement, le sport est une bonne chose, mais malgré avec mon temps de travail, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, quoi. Bon, mon boulot m'empêche de temps à autre de faire le sport. Sinon, vraiment, quand même, c'est quelque chose qui va dans l'intérêt de ma santé. Bien sûr que oui, des fois, je profite, mais pas tout le temps, puisque je l'avais entamé au début, mais vu mes préoccupations, cela m'a empêché encore de continuer la souche. Le sport, c'est une bonne chose. Merci à vous, Dr Mohamed Diop. On ne vous présente plus dans cette émission. Vous êtes médecin du sport et vous nous proposez ce matin une activité sportive très simple, assez simple, pas coûteuse, facile à faire. Bonjour, Dr Diop. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin du sport. Oui. Pourquoi marcher? Alors, marcher, c'est une activité physique. Vous savez, on a souvent recommandé de faire du sport. On connaît les bienfaits du sport. Le sport, ça permet de travailler le cœur, ça permet de travailler sa respiration, sa circulation, ça entretient le corps, ça renforce les muscles, donc ça protège les articulations. Mais on s'est rendu compte que c'est pas évident de pouvoir faire du sport. L'activité sportive n'est parfois pas toujours accessible. Donc le plus simple, c'est de marcher. Et marcher, tout le monde peut le faire à n'importe quel âge, à n'importe quelle heure. Et c'est pour ça que c'est important de lancer ce message-là qui va atteindre le maximum de personnes. Pour revenir un peu sur la marche, beaucoup en parlent, les gens parlent de marche, il faut marcher pour soit perdre du poids, il faut marcher pour faire ceci, il faut marcher pour garder la ligne, ou bien il faut marcher pour être en forme. Qu'en est-il réellement? Pourquoi devons-nous marcher? Alors, nous sommes faits pour d'abord marcher, nous devons marcher. C'est important et l'évolution a fait qu'aujourd'hui, les gens marchent de moins en moins. Vous qui travaillez quelque part, les gens marchent parfois moins de 700 ou 800 mètres par jour, ce qui est largement insuffisant. L'une des recommandations de l'OMS aujourd'hui, c'est de demander aux gens de beaucoup plus marcher. Beaucoup plus marcher pour faire marcher la machine, comme on pourrait dire, pour bouger. Et ça, c'est extrêmement important. Peut-être qu'on reviendra après sur les quantités, les durées, etc. D'accord. Alors, quand on parle de marcher, est-ce que c'est juste se lever? Par exemple, on est au bureau, on fait un pas à côté ou bien on part dans le bureau de l'autre. Est-ce que c'est ça, marcher au juste? Est-ce que de cette marche nous parlons? Oui, il s'agit de bouger. Il s'agit de bouger. Et aujourd'hui, un indicateur tout simple, c'est de faire 10 000 pas par jour. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, ça commence aujourd'hui par utiliser les escaliers. Quand vous êtes dans un bureau, évitez de téléphoner, mais plutôt d'aller voir votre collègue et ça vous fait faire quelques pas. Et bien sûr, après le dîner ou le soir, faire une longue marche. Mais au bout du compte, puisque nous avons tous maintenant des portables qui ont des podomètres, on peut
savoir exactement combien de pas on a fait. Et aujourd'hui, il faut faire un minimum de 10 000 pas pour être, entre guillemets, en bonne santé. Docteur Diop, quand par exemple on a des problèmes de tension artérielle, est-ce que c'est bénéfique également de marcher? Alors, la marche, c'est ce qu'on peut appeler une activité sportive d'endurance. C'est l'activité recommandée pour toute personne qui a, par exemple, une hypertension. L'activité sportive d'endurance va entraîner une vasodilatation. Donc, ça permet de s'opposer aux facteurs de risque cardiovasculaire qui, eux, entraînent une vasoconstriction. Donc, il n'y a rien de mieux que la marche pour lutter contre l'hypertension, par exemple. Mais attention, il faut marcher, mais pas sous le soleil. Donc, le faire tôt le matin ou le faire tard le soir. L'idéal, c'est de le faire après le dîner. Comme ça, vous brûlez un peu ce que vous avez eu à manger. Et je rappelle que la marche est essentielle et c'est facile et on peut le faire tout le temps à n'importe quel moment. Tout le monde doit faire du sport pour être en forme. Enfant, jeune, adulte et le troisième âge, bien sûr. D'ailleurs, je vous propose ce reportage de Moustapha Diakité qui a assisté à une séance de sport de seniors. Une vingtaine de sportifs se chauffent dans cette ambiance musicale à la plage de Diamalaye. Madioba, le plus âgé parmi eux, fait ses étirements avant d'entamer sa séance habituelle de footing. À 78 ans, ce patriarche à l'apparence jeune n'entend pas arrêter le sport. Vêtu d'un pyjama et d'un bonnet sur la tête, il estime que les activités physiques représentent beaucoup de choses pour lui. Depuis 1960, je fais du sport. De 60 à 65, j'ai joué dans l'équipe de Cameroun, AS Cameroun. Mais bon, depuis 1974, j'ai arrêté de jouer. Pour le sport, je ne peux pas tout dire quoi. Moi, tout le temps, les gens me disent que tu n'as pas ton âge. Quoi. Mais le sport est tout. Près de lui, Ibrahima Ndiaye, la soixantaine, est sur le point de commencer sa partie de gymnastique. Tenu bien porté, il parle de l'importance du sport chez le troisième âge. Il faut faire de sport, surtout de marcher, surtout de boire beaucoup de l'eau. Ça donne beaucoup de santé, ça donne beaucoup de force. Tu as vu, du tic au tac, je peux marcher, mais du tic au tac, je peux courir de 2 à 300 mètres. Et qu'est-ce qui me donne ça? Parce que je fais de sport. Si ce n'est pas le sport, je ne peux pas le faire. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger ça. Tout récemment, je viens de sortir à l'hôpital. Qu'est-ce que le médecin m'a dit? S'il faut avoir un peu de guérison, il faut reprendre le sport le plus rapidement possible. Même si tu ne peux pas courir chaque jour, il faut marcher et faire des gyms de gauche à droite. C'est bien quoi, disons. Pour une bonne hygiène de vie, Madioba dit avoir une alimentation qui lui permet de rester en forme. Bon, je suis en régime, je suis diabétique encore. Donc, je bouffe avec ma famille. Le soir, je mange tôt. Je mange du poisson, je mange de la viande, je mange du guinard, surtout du fruits. Mais comme je suis diabétique, il y a des fruits que je ne prends pas. Le thé, bon, comme lui, on prend du cannelle, le sucre, mais sans ça, il n'y a pas de... Passionnés de sport, nos deux interlocuteurs considèrent qu'il est dangereux pour les personnes âgées de ne pas faire de l'activité physique. Il y a beaucoup, parce que le fait de rester même, de manger, de boire et de ne rien faire, même si les vieilles mamans, tu les vois au bord de la plage, en train de marcher ou bien de faire des efforts, c'est parce que il y a beaucoup de risques de manger, boire, rester à la maison sans rien faire. Il y a beaucoup de risques dedans. C'est pour cela, si tu peux faire le sport, il n'y a pas mieux que ça. Quoi. C'est dangereux, mais on te regarde, tu te vois mes amis, mais c'est des vieux, avec même il y a des qui ont un bâton. Ainsi, il conseille aux personnes de leur génération de faire du sport pour vivre longtemps et en très bonne santé. Pour bénéficier de tous les bienfaits du sport, il faut aussi une alimentation équilibrée, n'est-ce pas, docteur Mohamed? Bien sûr, je vous dis aussi que ça doit être lié à une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, ça veut dire quoi? Pas de sucreries, on évite les jus de fruits, pas de sucreries, dîner léger le soir, pensez à boire toute la journée. Des principes tout simples de vie qui peuvent nous permettre de rester en bonne santé. Si je veux qu'on se comprenne bien, la marche, ce n'est qu'un élément normal de son hygiène de vie. C'est comme si vous disiez qu'il ne faut pas manger le dimanche ou ne pas manger le lundi, etc. Nous devons faire bouger notre organisme tous les jours. Donc ce n'est pas un plus, quelque chose qu'on fait de façon anormale. Ça doit être
le lot du quotidien. Et c'est ça qui est le plus important. Se dire que je dois manger, je dois travailler, je dois réfléchir et je dois faire mon sport. Et ça, tous les jours. Et ça, c'est le message qu'il faut retenir. Le sport fait partie de notre vie quotidienne. Nous avons quitté une mouvementée où c'était la pêche, la chasse, etc., où nous sommes maintenant dans une société sédentaire, où on est assis du matin au soir. Et toujours on le taxi perd à nos côté, muscles. le véhicule. Voilà, le véhicule. Et essayez, prenez votre portable, vous verrez que si vous ne faites pas de marche, vous ferez peut-être 800 mètres par jour. C'est bien la fin du Capital Santé. Nous parlions des troubles du sommeil, focus sur les insomnies. Nous avons aussi parlé des bienfaits du sport. Retrouvez cette émission auditeur de la WADR à tout moment sur notre site wadr.org. Je suis Essouli Diédiou. Rendez-vous lundi prochain et bye.